Bonjour. Chaque année, à la fin du mois d'avril, l'Organisation mondiale de la santé célèbre la semaine africaine de la vaccination conjointement avec la semaine mondiale de la vaccination. Et bonjour Agnès, bonjour Agnès Renard, vous avez un invité aujourd'hui à nous présenter. Alors effectivement, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Sow, qui est ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et qui dirige le Centre développement de vaccination. Bonjour professeur Sow et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons faire le point avec vous, si vous en êtes d'accord, sur bien sûr la pandémie et sur la vaccination et sur tout ce que vous voudrez bien nous dire sur l'état des lieux en Afrique de cette crise sanitaire. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Alors là, peut-être la première question que j'aurais envie de vous poser, vous avez été une pièce maîtresse de la riposte à l'épidémie du virus Ebola. Vous avez donc une énorme expérience. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui est totalement différent entre Ebola et le Covid-19 en Afrique? Merci beaucoup, madame, pour l'invitation et encore merci pour cette émission de haut niveau. La question Ebola et Covid-19, la différence est assez nette. Ce qu'il faut dire, c'est tous des maladies à potentiel épidémique et là, le Covid a même un potentiel pandémique. Mais c'est que tous les deux aussi, c'est dû à des virus. Mais c'est que Ebola est une maladie qui est fortement, très fortement mortelle et très, très rapidement mortelle par rapport à Covid. On est en train de plus en plus de voir que toutes les personnes infectées Covid ne développent pas la forme sévère et très rapidement mortelle, alors que dans Ebola, la quasi-totalité, en tout cas près de la moitié, sinon plus, des infectés peuvent évoluer vers une infection, une maladie sévère, pouvant aboutir à la mort dans près de 15 à 20% des cas. Donc, la force de frappe du virus Ebola est beaucoup plus grande que la force de frappe du virus Covid-19 si on prend la chose à un niveau individuel. Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, Covid est en train de montrer que le nombre de cas de façon globale et le nombre de décès de façon globale n'a jamais été égalé par aucun pathogène jusque-là, y compris Ebola. Pour l'instant, vraiment, les deux maladies sont difficiles à contrôler et les deux maladies sont très dangereuses et très mortelles et on doit tous faire attention à ces deux maladies. Monsieur le professeur, vous avez été ministre de la Santé publique et de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali. Vous êtes maintenant directeur général du Centre pour le développement des vaccins. Quel est le point que vous pouvez nous faire sur l'étendue de la pandémie dans votre pays? Et s'il y a des conclusions à tirer ou des leçons à tirer pour le développement de cette pandémie telle qu'elle s'est manifestée en Afrique? Merci beaucoup pour la question. Je parlerai un peu de notre pays, mais de façon globale en Afrique. Cette pandémie, dans un premier temps, a été très silencieuse sur le continent africain et également dans mon pays, au Mali. Les tout premiers cas ont toujours été de petits chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 10 cas. Mais on a connu, l'Afrique a connu à peu près jusqu'à 3 vagues. Nous évoluons maintenant vers la 4e vague. De tous les côtés de l'Afrique, au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'Afrique est en train d'aller certains pays pour leur 4e vague et le Mali vers la 3e, 4e vague aussi. D'ailleurs, le Mali connaît aujourd'hui des chiffres qu'on n'a jamais connu avant au Mali. C'est-à-dire, on n'avait jamais connu 100 cas ou plus de 100 cas ou des centaines de cas par jour. Mais depuis un certain nombre de semaines, 4, 5, 6 semaines, nous sommes en train d'enregistrer des nombres de cas très élevés. Donc, nous traversons un vrai pic de Covid en Afrique et au Mali. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la riposte, de façon générale en Afrique, la surveillance a été assez passive, assez timide. De façon générale.
Et la riposte également, de façon générale, a été assez timide. Parce que pratiquement dans tous les pays à niveau moyen et faible en Afrique, on a déjà un système de santé qui est assez faible, assez affaibli par l'existant. Et nous, les pays dits développés, où le système de santé est un peu plus robuste et fort et bien équipé, ont souffert de Covid. Et donc, nous, nos pays côté africain, avec un système déjà précaire, très très faible, donc ajouter Covid à cela, a effectivement entraîné beaucoup de difficultés, tant sur le plan gestion, que sur le gestion des cas, que sur le plan riposte, et aussi sur le plan surveillance, et même dans les communautés, avec beaucoup de difficultés sur le plan communication. Comment se passe aujourd'hui la prise en charge des malades qui sont positifs au Covid? Y a-t-il une saturation des centres de santé? Et comment la population réagit à cela? Est-ce qu'elle applique bien les gestes barrières? Comment ça se passe en pratique, cher professeur? C'est une question, très bonne question, parce qu'effectivement, on a bien décrit toutes les mesures sur papier. Il y a beaucoup d'affiches publicitaires, il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de discours autour des mesures barrières et tout. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans les communautés? C'est ça la chose. Et je pense que en tant qu'envoyé spécial du directeur général de l'OMS, on a eu la chance d'écouter pratiquement toutes les régions du monde. On a participé à des réunions, à des webinaires, on a échangé de façon virtuelle avec des leaders de beaucoup de pays. Et il était sorti que, en somme, les mesures barrières sont difficilement applicables. Les gens vont dire qu'ils mettent les masques. Ils vont mettre les masques pendant quelques minutes, voire en tout cas 1 heure de temps. Et puis après, le masque se retrouve sous le menton, ou le masque se retrouve accroché à l'oreille, ou le masque se retrouve dans la poche. On ne met le masque si on voit la personne qui veut te voir en masque arriver et on met le masque. C'est ça le cas souvent. Et très souvent, nos populations, avec non seulement la chaleur, mais avec les activités et avec même certains aspects socio-culturels, très difficiles de maintenir le masque. Il en est de même pour le lavage de mains. On a vu les postes de lavage des mains. Au départ, ça marche, mais après, c'est des postes abandonnés. Et l'eau qui est dedans, là, pour se laver les mains, c'est une eau stagnante qui reste et qui est peut-être même plus sale que la main avant d'être lavée. Donc, c'est pour dire que ces mesures, la distanciation sociale en Afrique, c'est très difficile avec beaucoup de facteurs qui interviennent. La promiscuité, le statut socio-économique de la population, de nos villages, les infrastructures, le climat très chaud et souvent dans certains de nos pays, il est très difficile de maintenir les gens dans un environnement restreint, très petit, et dire qu'on va respecter la distanciation sociale. La distanciation est même plus facile dans certains contextes africains dehors que dedans. Donc, ces mesures ont été très difficiles et continuent à être très difficiles à mettre en œuvre dans nos pays. Et vous connaissez bien les mesures de confinement, ce que ça entraîne sur le plan socio-économique. Ça entraîne beaucoup de fatigue au niveau communautaire et ça entraîne beaucoup on a vu dans certains pays, les populations sortaient tout simplement pour manifester, pour exprimer leur fatigue par rapport à ça. Et avec les grands événements socio-culturels, religieux, comme ce qu'on a vécu en Inde, nous sommes en train de vivre les mêmes aspects en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, c'est le mois de Ramadan. Mais c'est très difficile pour les gouvernements et pour les leaders communautaires d'empêcher certains regroupements, notamment les prières en groupe dans les mosquées, et notamment les ruptures de jeûne en groupe, etc. C'est assez difficile d'arrêter toutes ces choses-là pour faire en sorte que ces mesures, les barrières et les confinements, et même le lockdown, la fermeture des frontières, et dans nos écoles qui sont dans un état assez faible, fragile, pour dire qu'on va faire respecter ces choses. Monsieur le professeur, le 21 février, vous avez été nommé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, vous avez été nommé l'un des envoyés spéciaux chargés de fournir des conseils stratégiques à l'OMS et assurer un dialogue et une mobilisation politique au plus haut niveau
En Afrique, par exemple, pour ce qui vous concerne, il y a d'autres spécialistes qui ont été nommés pour les autres continents. En quoi consiste ce rôle? Et je rappelle également que cette émission étant en quelque sorte en collaboration avec Speak Up Africa, que vous êtes également en contact avec cette organisation. Oh, merci. Je pense que vous venez de décrire justement en quoi consiste jusque-là ce rôle. C'est vraiment de faire en sorte que, d'ailleurs, je vous remercie pour cette invitation, pour m'avoir donné cette opportunité, mais c'est de faire en sorte que nous puissions, en tout cas, euh, être des messagers, faire véhiculer les messages clés de l'OMS, faire véhiculer les idées clés de l'OMS auprès non seulement des leaders nationaux, auprès des organisations nationales et auprès des communautés pour que, en tout cas, ces messages puissent aller de loin. Profiter des plateaux de ce genre, justement, pour faire en sorte que les messages clés de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, puissent passer et faire en sorte que, en tout cas, la communication puisse atteindre les niveaux, en tout cas, national et sous-national, les niveaux le plus décentralisés possible pour que, en tout cas, les communautés puissent adhérer à ces messages-là. Et également, faire en sorte que l'engagement politique soit motivé et encouragé dans nos pays, notamment sur le continent africain, pour que vraiment les messages soient bien compris, pour que les messages soient bien analysés et interprétés, et pour qu'ensemble, on puisse suivre la mise en œuvre de différentes politiques et de différentes directions dictées par l'OMS. Parce qu'en réalité, l'OMS, c'est nous tous. Donc, très souvent, quand il y a des difficultés comme ça, il serait bien d'avoir des relais, ce qu'on appelle des hubs, qui vont pouvoir faire véhiculer ces messages. Mais également, c'est important de dire ceci, profiter de l'expérience et l'expertise de terrain dont nous disposons aujourd'hui, faire en sorte qu'un feedback soit fait à la direction générale de l'Organisation mondiale de la santé pour que ce feedback soit utilisé pour améliorer les prochains messages, pour améliorer les prochaines directives permettant vraiment de sauver des vies. C'est vraiment ça le rôle essentiel. Et nous comptons sur vous pour nous aider à faire en sorte que nous puissions bien jouer ce rôle, notamment sur le continent africain. Alors, grâce à votre intermédiaire, Speak Up Africa est en capacité de mettre en œuvre sa campagne qui s'appelle Restons prudents, Stay Safe Africa. Et dans cette campagne, eh bien évidemment, l'événement phare que vous mettez en œuvre actuellement, c'est bien sûr les activités sur la vaccination. Alors, comment s'y prendre, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, alors qu'on sait très bien qu'il y a des barrières mentales qui existent auprès de la population qui peut être de temps à autre réticente à l'égard de cette intervention de santé publique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, cher professeur? Moi, je pense que m'interroger sur la vaccination, madame, je vous demanderai la permission de me permettre d'aller au-delà de quelques mots. Parce que franchement, aujourd'hui, la vaccination, le vaccin, c'est un des outils, sinon l'outil le plus puissant dont nous disposons aujourd'hui, en plus des mesures barrières et de la distanciation, des mesures d'hygiène dont je venais d'annoncer tantôt. Parce qu'il faut reconnaître quand même qu'en 10 ans, normalement, on a besoin d'une décennie pour développer un vaccin, pour mettre à la disposition de la communauté. Pour Covid-19, on est arrivé à mettre un vaccin au point pratiquement en 1 an, ou en moins d'1 an. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes dans la deuxième année après la découverte de ce virus. Donc, il y a beaucoup de candidats vaccins déjà disponibles. Ça, c'est quand même salutaire et c'est grâce vraiment à un partenariat fort, public-privé, philanthropique et une collaboration et un investissement fort de l'ensemble des partenaires. Et bien sûr, grâce à vous aussi, des structures costauds aidant vraiment à la communication. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de vaccins déjà pour arrêter cette pandémie. Mais on a aussi besoin de la leçon qu'il faut tirer. Il ne faut pas être là, toujours prêt à aller prendre les vaccins
que les autres sont en train de faire et qu'on puisse tout de suite les prendre et puis les utiliser sans chercher à savoir de quoi il s'agit, sans chercher à savoir où est-ce que ça va nous amener, à quoi cela va servir dans le futur et qu'est-ce que ça peut provoquer. Et je pense que je voudrais dire là que l'Afrique doit tout faire. Je sais que c'est difficile de développer son vaccin. L'Afrique doit tout faire pour développer la recherche et le développement clinique des vaccins et faire en sorte que nous arrivions à manufacturer, à fabriquer, à développer des capacités de fabrication de vaccins en Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique. Je pense que nous devons tout faire pour aller dans ce sens. Et ceci doit être un engagement fort de l'ensemble de nos gouvernements, de l'ensemble de nos partenaires. C'est vraiment cela de cela il va s'agir à partir de maintenant, parce que qui sait la prochaine Covid va être quoi. Donc pour cela, on a besoin d'engagement fort de nos gouvernements, on a besoin d'un développement rapide des plateaux, des plateformes de recherche et de production de vaccins en Afrique. Voyez-vous, l'Afrique représente 16% de la population mondiale. Mais si on prend la production en vaccins, l'Afrique représente 0,1% de la production mondiale de vaccins. Donc, ça n'existe pas chez nous, tout simplement. Il y a des pays aujourd'hui qui sont assez prêts, non seulement qui ont été parmi les premiers à faire la recherche vaccinale, qui ont été parmi les premiers à développer de façon clinique ces vaccins, mais aussi qui sont aujourd'hui prêts à monter ces capacités de fabrication de vaccins. Et c'est là, je voudrais saluer les actions de l'Union africaine, l'Union africaine à ce qu'on appelle l'Union African Union Vaccine Readiness. Ils ont fait un très bon travail en mettant en place Africa Vaccine Acquisition Task Team. Et ceci sous le leadership du président sud-africain, son Excellence le président Ramaphosa, et bien sûr, aujourd'hui, avec le grand contrôle du président en exercice de l'Union africaine, le président de la RDC, le président, son Excellence Tshisekedi. Et vraiment, avec comme matière grise, les CDC Afrique, le leadership du professeur John Kingason, que je voudrais saluer ici. Et c'est vraiment comme ça que l'Afrique doit évoluer. Et l'autre jour, j'entendais dire que l'Afrique, ils sont en train de mettre en place les agences de médecine africaine, African Medicine Agency. C'est une excellente initiative. C'est vraiment vers cela que l'Afrique doit essayer d'évoluer pour le moment et faire en sorte que les vaccins soient faits pour l'Afrique, en Afrique et par l'Afrique. Mais il ne s'agit pas de faire les vaccins seulement, et ça soit pour dire qu'on a fabriqué les vaccins. Il faut faire en sorte que nous arrivions à stimuler l'utilisation de ces vaccins, que nous arrivions à faire en sorte que ce vaccin fait en Afrique, par l'Afrique, soit utilisé par les Africains. Et c'est là, pour ce faire, c'est là où on a plus besoin d'engagement politique, pour faire en sorte que le marché du vaccin africain reste d'abord africain, et soit reconnu africain, et soit aimé et consommé africain. Et donc là, les leaders politiques, les chefs de gouvernement, les présidents et l'ensemble de nos partenaires autour de l'Union africaine, autour des organisations comme l'Union africaine, l'OMS, on doit tout faire avec les partenaires engagés dans la vaccination, Gavi, UNICEF, etc., faire en sorte que tous viennent ensemble, qu'on aide l'Afrique à mieux organiser le marché du vaccin africain, préparé en Afrique et pour l'Afrique, et que cela soit acheté au prix africain, abordable par tous les Africains et pour tous les Africains, et utilisé sur le territoire africain. C'est vraiment ça qui était derrière, qui a fait que déjà l'OMS a aidé à mettre en place les facilités qu'on appelle COVAX. Et je pense qu'on doit profiter de cette semaine de vaccination pour faire en sorte que cela soit. Et profiter de cette semaine de vaccination pour faire en sorte que les vaccins Covid déjà disponibles, qui sont homologués et autorisés par l'Organisation mondiale de la santé et qui sont également autorisés et reconnus par le COVAX, saluer vraiment la présence du COVAX dans nos pays et que nos pays sont en train d'adhérer aujourd'hui, faire en sorte que ces vaccins soient acceptés par nos communautés. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ces vaccins. On parle de troubles de la coagulation en général. Mais quel est le pays, même pas africain,
qui peut donner qui peut nous informer sur les données de routine avant Covid sur ces troubles de coagulation dont on parle. Il n'y en a pas, tout simplement. Les données sont très faibles, surtout en Afrique. Et donc, aujourd'hui, on parle d'un trouble ou de deux troubles, de un cas sur des milliers ou des millions de personnes. Aujourd'hui, il ne faut pas que cela décourage la population. Parce que moi, je ne vois pas, je ne connais aucun pays africain aujourd'hui où on peut donner des renseignements avant Covid sur ces manifestations-là, sur ces événements cliniques, et dire que c'est des événements qui vont augmenter après l'arrivée de ces vaccins-là. Donc, il y a lieu, en tout cas pour nous, Africains, de s'asseoir, de monitorer, de bien évaluer, de bien analyser cette situation et de comparer les risques et les bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que avoir ces vaccins disponibles dans le COVAX, dans nos pays Covid, vaut mieux qu'attendre que Covid arrive et que Covid aussi, tu meurs des troubles de coagulation de Covid ou en tout cas d'autres complications de Covid. Donc, je pense que franchement, c'est ça que je voulais faire avancer comme message. Monsieur le professeur, quel est l'ordre de grandeur actuellement des besoins en vaccins de l'Afrique et par rapport à ce que vous recevez, par exemple par COVAX, etc. C'est vrai que COVAX aide beaucoup, mais l'ordre de grandeur des besoins, aucun pays n'est parvenu pour le moment à recevoir les besoins frais estimés par le pays en question à travers COVAX. Le COVAX a permis d'accélérer et de démarrer avec les campagnes. Et donc, aujourd'hui, il y a une sous-utilisation. C'est pour ça que le DG de l'OMS n'arrête pas de parler d'équité. Le DG du CDC Afrique n'arrête pas de parler d'équité, d'unité, de contrôle global de la situation, de voir la situation dans sa totalité, plutôt que de voir la situation de façon isolée. Et donc, les pays sont sous-servis pour le moment, mais nous allons faire en sorte que dans un avenir immédiat, que ces pays soient assez bien servis et faire en sorte que tous ceux qui doivent recevoir leur première dose maintenant là, puissent avoir leur deuxième dose dans un mois s'il s'agit d'un vaccin où il faut donner des doses. Donc, franchement, COVAX est en train de tout mettre en œuvre pour réaliser un accès équitable et une quantité suffisante des pays à vaccin. Ceci est un problème, effectivement, un challenge aujourd'hui. Et nous devons faire en sorte que, en tout cas, les vaccins bien tolérés et des vaccins bien acceptés et efficaces soient disponibles à chaque pays et au bon moment où, en tout cas, le pays a besoin de ces vaccins-là. Éviter les ruptures de stock. Et c'est pour ça qu'en plus, à côté de COVAX, nous devons vraiment profiter de cette semaine de la vaccination qui s'intitule, c'est une semaine qui va nous mettre ensemble, get together, vaccine bring us closer. C'est vraiment ça le but de la semaine, faire en sorte que nous puissions donner des quantités suffisantes de vaccins Covid dans ces pays et faire en sorte que, en tout cas, l'immunisation des routines aussi, qu'on est en train de délaisser aujourd'hui à cause de la pandémie et beaucoup d'autres actions de soins de santé primaire, nous puissions continuer à maintenir cette immunisation de routine parce qu'il y a des maladies mortelles là aussi. Vous sauvez contre Covid et vous oubliez les autres et donc ça va venir. Cette immunisation nous a permis d'oublier beaucoup de maladies mortelles telles que la rougeole, par exemple. Donc on doit profiter de cette semaine de l'immunisation pour vraiment foncer non seulement avec le vaccin Covid, mais foncer aussi avec les autres vaccins. Et il y a également une initiative que le DG de l'OMS doit lancer aujourd'hui même. Ça s'appelle Go Give One. C'est une initiative qui permettra de renforcer le COVAX et de renforcer tout ce qui existe en matière d'améliorer les fonds permettant d'acquérir suffisamment de vaccins justement pour subvenir aux besoins des pays
qui ont les moyens assez limités, surtout en Afrique, et faire en sorte qu'en tout cas ces fonds puissent aider à combler à ces gaps-là. L'initiative sera lancée aujourd'hui par le directeur général de l'OMS, ça s'appelle Go Give One, et je pense que c'est une campagne forte qui va permettre de générer des fonds qui seront utilisés dans le cadre de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir renforcer tout ce qu'on est en train de faire dans le vaccin. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, il y a énormément d'organisations qui sont très mobilisées sur le terrain en Afrique et notamment au Mali grâce à l'intervention du professeur Sow. Les deux leçons qu'il faut tirer de cette intervention, c'est que 1, il faut respecter les gestes barrières, se laver les mains, garder son masque en permanence, et 3, ne pas tenter de croire ce qui est dit sur les réseaux sociaux et de croire aux fausses rumeurs. Eh bien non, il faut surtout ne pas hésiter à aller vers ces centres de vaccination qui sont proposés par les organisations de santé publique. Cher professeur Sow, merci d'avoir été notre invité et chers téléspectateurs, à très bientôt pour une nouvelle émission de Santé Plus. Merci.